Bon, alors tout ceci c'est très bien, mais ça sert essentiellement à une chose, c'est à prédire, ou prévoir. Alors, la prévision, dans le langage courant, c'est ce qui va se passer dans le futur, mais je vous l'ai déjà dit, pour un statisticien, ce n'est pas forcément ce qui va se passer dans le futur. La prévision, c'est, voilà, et si maintenant mon réglage de mon process de séchage, je le fais avec tel degré, tel temps, ça me donne quoi? Donc j'attends du modèle qui me dise, ah ben ouais, si vous prenez telle température, si vous prenez tel temps, eh bien vous aurez tant en matière de taux de matière sèche. Voilà à quoi ça sert. Donc je vais prévoir la moyenne de Y en X0. Alors, la moyenne de Y, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que je vais régler mon process, là, je ne m'attends pas à prévoir, admettons, c'est des poissons fumés, là, qui est séché, je ne m'attends pas à ce qu'il me prévoit chaque poisson, évidemment. Ce que je m'attends, je fais un réglage pour qu'en moyenne, je sois à tel niveau de taux de matière sèche. Mais je sais bien que j'ai de la variabilité autour de cette moyenne. Donc vous voyez, ne vous trompez pas. Ce qu'on essaye de prévoir, le plus important, c'est bien ça. C'est en moyenne, mon process, il me fournit des poissons qui ont quel taux de matière sèche. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors c'est ce que j'appelle X0. X0, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent d'une ligne dans la matrice, vous vous souvenez? C'est-à-dire c'est, par exemple, c'est 1, parce qu'il y a la constante. Après, c'est telle densité de semis, telle dose d'engrais, etc. C'est le paquet. Donc X0, c'est un vecteur que vous reconnaissez ici. Hein. Et dans les matrices, vous vous souvenez, on voyait X' plutôt, hein, puisque nos données, c'était des lignes. Donc là, je vais essayer de prévoir en X0, mais X0, je vais le présenter un peu comme une ligne supplémentaire de mon tableau de données. Donc je vais prendre la transposée X'. Alors, rappelons le modèle. Y en X0, eh bien c'est X'0 bêta plus epsilon de X0. Bien. Donc là, je ne fais rien d'autre qu'écrire le modèle en remplaçant ma dose d'engrais, ma densité de semis par les valeurs pour lesquelles je veux prévoir. Très bien. Vous vous souvenez que les epsiloni, ils sont d'espérance nulle. Ça veut dire que l'espérance de Y, eh bien c'est tout simplement X'0 bêta. Bon, ça c'est facile. Donc pour prévoir ma moyenne, c'est très facile. Je prends mes valeurs, je rentre ça dans le modèle, je fais le calcul et c'est bon. C'est tout. Bon, le modèle, il sert à ça. D'accord? Vous avez une régression simple. A plus BX, arrive un X qui vaut 3, c'est A plus 3B. C'est tout. Ça me donne ma moyenne. Mais, encore une fois, ce que je veux, c'est assortir cette moyenne d'un intervalle de confiance. Ah, et là, je suis obligé de faire des calculs. Alors, donc, ce qui m'intéresse, c'est de prévoir, c'est d'estimer cette espérance. Donc, c'est pour ça, c'est ce que je mets avec un grand chapeau, là. Donc, l'estimation de cette espérance, eh bien, je l'obtiens tout simplement en remplaçant dans ma formule les xi par x0. Donc, j'ai ceci. Et bien sûr, mon estimateur est sans biais, là, il n'y a pas de difficulté. Donc, pour le moment, j'ai simplement un estimateur. Et ce qu'il va me falloir, c'est bien sûr des informations sur cet estimateur, notamment sa variance. Vous avez compris ce que c'est l'estimateur? L'estimateur, c'est ma fonction, mon modèle dans lequel je mets mes nouvelles coordonnées. Hein, c'est bien ça. Alors, la variance. Évidemment, quand on voit cette formule-là, vous avez un mouvement de recul. Bon, vous avez des dossiers quand même, donc vous ne reculez pas trop. Mais c'est pas si compliqué que ça. Regardez bien. Vous reconnaissez le x'(-1). OK. Avec le sigma 2. Donc, fondamentalement, la variance de ce machin-là s'appuie sur la variance de bêta chapeau qui est x'(-1) sigma 2. Maintenant, à quel moment intervient le x0? Il intervient par les deux bouts, si je puis dire. x'0 ici et x0. Bon, ça ne s'invente pas. Par contre, vous risquez un jour d'avoir à appliquer cette formule. Parce que autant les logiciels vous sortent les coefficients, ils vous sortent les écarts-types, ils vous sortent les intervalles de confiance, mais ils ne vous sortent pas la prévision généralement, puisque c'est vous qui allez dire moi je vais prévoir en tel endroit. Donc vous allez peut-être être amené à le faire vous-même ce calcul. Donc là, la formule, ce n'est pas la peine de la savoir, mais il faut savoir où elle est, il faut savoir d'abord qu'elle existe. C'est déjà pas mal. Alors voilà la variance en question. Et comme on ne connaît pas sigma 2,
eh bien, on va être amené à l'estimer, vous voyez, le sigma chapeau. Et du coup, j'obtiens cette quantité qui est un petit peu barbare, qui est quoi? Alors, vous reconnaissez ici l'estimateur de ma moyenne conditionnelle. Je veux la variance de cet estimateur d'une moyenne, et cette variance, je ne la connais pas, donc je l'estime. C'est joli. Je reprends. J'ai mon estimateur. Je veux savoir si cet estimateur, il est très variable ou pas. Il me donne en moyenne ce que je veux, ça c'est bien. Mais ce qu'il ne me donne pas de temps en temps très loin au-dessus, très loin en dessous. Il me faut sa variance. Et sa variance, je ne la connais pas, mais je peux l'estimer. Et la voilà, cette estimation. Alors vous reconnaissez ici la formule, sigma chapeau carré, et puis le x'0 sur x.1, x0. Bon. Encore une fois, ce n'est pas à savoir par cœur, bien sûr. Hein. Alors, la loi de mon estimateur, loi normale, il est sans biais, et ça je viens de le calculer, c'est parfait. Donc, je fais mon centrage réduction, sauf que quand je réduis, je ne divise pas par le véritable écart type, mais par son estimation, donc j'obtiens une loi de Student. Le degré de liberté n'a pas changé. Le degré de liberté, c'est toujours celui qui sert pour l'estimation de la variance résiduelle. Une fois que j'ai ceci, l'intervalle de confiance, ça va tout seul. Vous vous souvenez de la formule, c'est plus ou moins 2 écarts types. Allons-y. Donc je prends la valeur ici. Je prends la valeur ici. Plus ou moins 2 écarts types. Vous reconnaissez l'écart type. Alors sauf qu'ici, ce n'est pas 2, puisque c'est un quantile de la loi de Student, qui en l'occurrence, dans cette application, est énorme. Il vaut plus ou moins 12. Donc ce que vous retenez pour l'instant, c'est avec le modèle, ce que je vais chercher à prédire, c'est la moyenne. Bien. Lorsque je dis, moi je vous conseille de prendre telle dose d'engrais, telle densité de semis. Avec ça, je vous dis, vous devez avoir un rendement de temps. Mais c'est un rendement que vous aurez en moyenne. Vous n'aurez pas toujours exactement ça. Donc ça, c'est un bon concept à avoir en tête. Hein. Ce qu'on essaye de prédire sur une moyenne, premièrement. 2. La prévision ponctuelle. L'estimation ponctuelle de cette moyenne, c'est très simple. Je prends le modèle et je remplace. Mon modèle, il me dit que c'est 3 fois la dose de semis, plus la densité de semis, plus 2 fois la dose d'engrais. Je remplace, je fais le calcul. Ça, c'est facile. Et pour l'intervalle de confiance, sur le principe, c'est très simple. Il faut simplement aller chercher la formule là où il faut pour avoir l'écart type. Alors, on prend un exemple numérique, et puis je vais prédire en 0. Je vous rappelle, mes variables sont centrées, donc je prévois exactement au milieu. Hein. Alors, quand je veux prédire en 0, je veux prédire au point 1, 0, 0, puisque 1, c'est la constante, je vous rappelle. Là, le x'0, vous voyez, il est homogène à une ligne de ma matrice X du début. Et la matrice X du début commençait par des 1 à cause de la constante. Donc, ce n'est pas trop de faire ce petit exemple numérique, que vous allez pouvoir refaire tranquillement. Alors, lorsque j'essaye de prédire, eh bien, x1 vaut 0, x2 vaut 0, donc je prévois 0. Donc mon estimation ponctuelle est 0. Je dis, si vous prenez x0, normalement, attendez-vous à quelque chose qui vaille 0 en moyenne. Ça, c'est facile. J'ai tout simplement remplacé. Alors ici, vous avez le calcul, vous regarderez ça tranquillement. Hein. Le x'(x-1), vous l'avez dans Excel. Moi, je vous conseille de faire le calcul. D'ailleurs, il est fait dans cette fameuse feuille Excel. Mais je vous conseille de le refaire. Et puis quand vous regardez in fine le résultat, eh bien l'intervalle évidemment est énorme, moins 12 plus 12. Autrement dit, mon intervalle de confiance est énorme, il n'a aucune utilité pratique, ce qui ne nous étonne pas, puisque de toute façon le modèle n'était pas significatif. Donc ce petit calcul-là, quand même, à mon avis, pour vous est assez précieux, parce que ce n'est pas très facile à trouver, ces petits calculs-là. Il est assez précieux à titre numérique. Et vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut calculer x'(x-1), mais ça, on sait inverser une matrice. Hein, c'est un programme qui fait ça, ça se fait même dans Excel. Après, c'est des multiplications matricielles. Ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, vous ne faites pas ça en 2 minutes. Bien sûr, vous ne faites pas ça en 2 minutes. Mais quand vous avez passé 3 mois à faire des expériences pour définir quel est le bon réglage d'un matériel, vous n'en êtes pas à 2 heures près pour calculer l'intervalle de confiance. Hein, même s'il vous faut 2 heures. Alors, il y a un point qui n'est pas inintéressant, c'est de regarder graphiquement un petit peu ces zones de confiance.
Alors ici, je me suis placé dans le cas de la régression simple. Je me suis placé dans le cas de la régression simple, mais ça se généralise très bien. Alors regardez ce qui se passe. J'ai un modèle ici qui est y égale 3 plus x. Bien. Ce modèle, il résulte d'une estimation. Cette estimation, elle se fait à partir de données. Bien. Ces données, elles sont réparties comment? Alors, soit j'en ai 10, soit j'en ai 40. On va regarder les deux cas. Soit j'ai 10 données, soit j'en ai 40. Et elles sont réparties, regardez les points, 3, 4, 5, 6, 7. Elles sont équiréparties aux points 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 5 points. Donc, dans ma première expérience, où je n'ai que 10 données, je mets 2 points en 3, 2 points en 4, c'est-à-dire je fais 2 parcelles avec 3, 2 parcelles avec 4, c'est des doses d'engrais, 2 parcelles avec 5, etc. Et dans le cas où j'en ai 40, hein, eh bien, 5 fois 8, 40, j'en ai 8 ici, 8 ici. 8. Bien. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Bon, ma moyenne vaut x bar. Là, j'ai mis tout ce qui m'a été nécessaire pour faire les calculs. Et je considère que c'est les mêmes choses. Hein, c'est-à-dire que j'ai le même, vous voyez, j'ai le même sx carré, j'ai le même x bar, j'ai le même sigma chapeau. Tout est pareil. Alors, regardez l'intervalle de confiance. On va regarder pour n égale 10 d'abord. Alors, regardez comment il se passe cet intervalle de confiance. Quand je suis au centre du domaine, c'est là que l'intervalle de confiance est le plus petit. Donc je prédis assez bien au centre du domaine. Plus je vais sur les bords, moins je prédis. Et quand je vais en dehors du domaine, alors là, mes prévisions, elles sont entachées d'un risque terrible, d'une erreur terrible. En supposant que le modèle soit encore bon. Quand je sors du domaine, ça se trouve, le modèle, il ne marche plus. Donc c'est très important de bien choisir le domaine dans lequel vous vous appliquez. Parce que si vous appliquez le domaine dans telle situation, quelqu'un en a besoin dans une autre situation, il récupère ce modèle, il dit j'ai lu ça dans une publication, ça marche bien certes, sauf qu'il n'est peut-être pas dans les bonnes zones. Là vous voyez l'importance cruciale de répartir vos points expérimentaux dans les zones qui vous intéressent. Alors vous allez me dire, c'est pas bien malin, on le savait déjà. Oui. Là, vous avez de manière chiffrée l'accroissement, si vous voulez, de l'intervalle de confiance, c'est-à-dire l'incertitude, alors que vous êtes encore dans le domaine, mais vous êtes sur les bords. C'est moins bon. Vous voyez ? L'intuition qui est de dire, en dehors du modèle, ma prévision n'est pas bonne, en fait, c'est une intuition qui se réfère plutôt au fait que c'est mon modèle qui ne marche plus. Ce qui est généralement le cas. Mais là, on fait allusion à autre chose. Alors, ce qui est intéressant dans ce petit graphique aussi, c'est le fait que lorsque j'augmente mon nombre d'échantillons, lorsque j'augmente mon effort, je diminue partout, évidemment, cet intervalle de confiance. Et là, vous l'avez de façon chiffrée. Alors, ça veut dire que quand vous êtes en train de préparer votre expérience, vous connaissez votre x, c'est ce que vous êtes en train de calculer. Vous avez une idée de sigma 2. Vous pouvez faire déjà tous ces calculs, il n'y a pas besoin de y. Hein. D'accord ? Il n'y a pas besoin de y pour tout ça. Il me faut quoi ? Il me faut le sx carré, la variance des x, ok ? Il me faut le sigma chapeau. Donc admettons, je suis dans une expérience que j'ai déjà faite, j'ai une idée du sigma. Donc je peux déjà faire ce genre de calcul et dire, bon bah attention, si mon optimum, je cherche un optimum par exemple, il est en gros dans cette zone, il faut savoir que mon intervalle de confiance, ça sera en gros de temps. Ça me va ou ça ne me va pas, ça? Si ça ne me va pas, alors il faut que je dise, attention, il faut peut-être plus d'unités expérimentales. Vous voyez, quand vous en arrivez là, c'est autre chose que quand vous n'avez pas les statistiques. Quand vous n'avez pas de statistiques, vous dites, bah, écoutez, moi j'ai un budget de 100, je fais le maximum et puis je fais avec ça. Point. Ici, c'est tout à fait autre chose. Vous dites, bon, je vais vouloir faire de la prévision. Vous avez, avant de faire l'expérience, j'insiste un peu lourdement, pardonnez-moi, mais c'est important, avant de faire l'expérience, vous pouvez faire ce calcul qui vous dit, bon bah ok, quand je vais prévoir, là je vais avoir un intervalle de confiance de temps, ça me va ou ça ne me va pas? Genre un taux de matière sèche de plus ou moins 2, ça me va ou ça ne me va pas? Si ça ne me va pas, il faut que je fasse autrement. Alors vous pourriez me dire, ces calculs sont compliqués. Pour savoir faire ça, en 2 heures de boulot, vous le faites.
Et si votre expérience va vous tenir 3 mois, c'est rien du tout. Et vous changez quand même de niveau, vous changez de classe. Sur ces bonnes paroles, ainsi se termine ce cours.